Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello, bonjour. Barry Saleho. On behalf of ICLEI Africa, the African Centre for Cities, Our Future Cities, Red Cross Crescent Climate Centre, and partners, we're excited to welcome all of you to the Rise Africa 2022 Action Festival. Rise Africa has been growing since 2020 as a platform for thinkers, doers, and enablers, committed to inspiring action for sustainable cities. This year's theme is creativity. Le thème de cette année est la créativité. Pour moi, cela signifie de communiquer la complexité des changements climatiques dans les villes à l'urbanisme galopant. En Afrique, nous avons un socle solide de créativité et une attention aux détails. Il y a tellement de personnes dans le continent africain qui sont créatifs dans leur manière d'aborder les défis. La créativité en Afrique, c'est accepter nos savoirs autochtones et créer de nouvelles choses. Il s'agit de redonner le pouvoir aux jeunes, aux groupes sur un continent où la population est majoritairement jeune. C'est une approche qui réunit tout le monde. Ce n'est pas forcément quelqu'un de haut placé qui est en dehors de la société. Ce que la prise en main signifie pour moi, c'est le changement de la base vers le haut. L'importance de l'urgence, c'est de reconnaître ce que nous devons parcourir et nous devons construire des villes plus productives et plus résilientes. Nous devons reconcevoir et désapprendre. 35 sessions de 135 provocateurs d'Afrique et du monde. Chaque session a pour ambition de présenter de nouvelles idées, lancer de nouvelles actions et des initiatives pour réunir les participants. Nous espérons que le festival vous inspirera et tout d'abord, nous vous invitons à partager l'expérience de votre entrepreneuriat. Relâchez votre potentiel. Rise Africa, c'est la traduction des idées en action. Dans quelles actions allez-vous vous engager au cours de ce festival? Avant que la session ne commence, sachez que vous êtes enregistré. En participant, vous acceptez d'être enregistré. Tous les enregistrements seront disponibles sur la page du programme à la fin du festival. La créativité est vitale pour l'avenir de nos villes. Nous vous invitons donc à entrer cette session dans un esprit de créativité et d'imagination. L'Afrique est fatiguée de se retrouver dans l'obscurité. Elle est fatiguée de naviguer contre les courants de l'industrialisation. L'Afrique me dit qu'elle est fatiguée de se reposer au feu du bois. Il est donc temps de faire sauter les compteurs. Éclairons l'Afrique, libérons son énergie pour libérer son potentiel. Accélérons le rythme cardiaque de son développement. Libérons son énergie pour libérer son potentiel. Transformons l'enveloppe énergétique de l'Afrique pour stimuler son développement. Car la nature nous a tellement gratifiés de ses richesses. Changeons l'histoire, éclairons l'Afrique, donnons un bout de lumière à chaque foyer en Afrique est une possibilité. Changeons l'histoire, éclairons l'Afrique. Libérons son énergie pour libérer son potentiel. Merci beaucoup. Cette vidéo d'introduction vous donne une bonne idée de ce dont nous allons aborder aujourd'hui au cours de cet événement. Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le développement de Rise Africa, mais également les progrès accomplis. Nous célébrons les gens qu'on appelle des légendes urbaines, chez moi, qui repoussent les frontières du développement urbain de leur propre manière et dans leur contexte respectif. Et donc, c'est pour ça qu'on les invite sur cette plateforme pour qu'ils partagent et elles partagent leur expérience et leur savoir pour
en matière de conception de l'espace urbain. Comme je l'ai dit, je m'appelle Kwaku Koranteng. Je travaille chez ECLI Africa. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux à cette session. Donc, je travaille sur la durabilité et le changement climatique. Je serai votre modérateur pour aujourd'hui. Nous avons sélectionné des orateurs incroyables et donc je vais leur laisser la parole. Je voulais juste faire une petite introduction. Je ne veux pas trop empiéter sur leur temps de parole aujourd'hui. Le contexte de cette session, c'est que nous avons souvent beaucoup il y a un fossé en fait entre les politiques, la pratique, la théorie. Sur le terrain, on ne voit pas ce qui a été étudié à l'école, par exemple. Et l'un des défis principaux, c'est comment faire en sorte qu'on puisse créer des ponts, des passerelles entre ce qu'on apprend à l'école, entre les politiques qui sont décidées, entre les recherches des scientifiques. Souvent, on ne voit pas les uns et les autres s'alimenter, alors que c'est ce dont on a besoin, surtout en matière de planification urbaine. Et à cause de cette disconnexion, de cette déconnexion entre ces différents domaines, eh bien, on a essayé de réunir des gens de différents horizons pour façonner cette discussion sur le développement urbain. J'ai la chance d'avoir travaillé avec deux des orateurs de la session d'aujourd'hui dans différents domaines. En 2016, avec SDI, j'ai rejoint un programme de mentorat scientifique avec professeur Chouar à l'Université d'Accra. Et j'ai travaillé également avec Beth. Et donc, j'ai quelques connaissances sur ce dont nous allons parler aujourd'hui et je suis ravie que Shuaib et Beth aient accepté de se joindre à moi pour cette session ECLI concernant le développement urbain durable. Donc, on va parler du développement urbain, de la planification urbaine et comment la rendre plus durable. Malheureusement, ils ont des CV qui sont bien trop longs pour moi, donc je ne vais pas pouvoir vous expliquer tout leur parcours. Je vais les laisser faire. On n'a pas de présentation, il faut que ce soit une session interactive. On va encourager les participants à poser leurs questions dans le chat. N'hésitez pas à le faire. On va essayer de modérer les questions, de les partager avec les membres du panel afin qu'ils et elles puissent y répondre et y réagir. La question fondamentale est pourquoi y a-t-il autant de recherches dans les espaces urbains et pourtant on ne voit pas l'impact dans les développements urbains? D'où vient cette déconnexion? Au cours de cette session, pour organiser cette session, on va essayer de donner la parole également aux hommes et femmes politiques. On a besoin d'entendre leur point de vue, qu'ils nous disent quels sont les défis auxquels ils sont confrontés, pourquoi ils n'incluent pas autant les universitaires, les intellectuels, les chercheurs. On a besoin de comprendre pourquoi la recherche n'est pas incluse dans les processus de planification et de développement urbain. Parce qu'il s'agit d'un processus pour intégrer ces professionnels et on voudrait savoir pourquoi ça ne se fait pas. Je vais donc vous donner la parole, Betty de SDI. Je vous donne la parole. Mais avant, Shoaib Louassa. Merci beaucoup, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Beth, je suis ravie de vous voir, de participer à ce panel avec toi. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Shoaib Louassa. Pendant
Pardonnez-moi, on vous entend, mais de très loin. Vous m'entendez là? Je vous entends, mais de très loin. Formidable. J'ai l'impression que vous l'entendez, donc c'est peut-être un souci de notre côté. Est-ce que vous m'avez entendu? C'est bon, très bien. La plupart des gens disent dans le chat qu'ils m'entendent. Please go ahead, Prof. Kweku will sort himself out. Allez-y, allez-y. On vous entend. À nouveau, je vous remercie. Je suis ravie d'être avec vous pour partager mon parcours, mon expérience. Au cours de ce parcours, je m'appelle Chouaib Louassa. J'ai travaillé pendant longtemps en tant qu'universitaire dans le domaine de la planification et du développement urbain. J'ai participé à de nombreuses études au niveau micro. J'ai participé à différentes recherches, des recherches transverses au niveau international également. J'ai fait des évaluations, notamment pour le GIEC. J'ai étudié la technologie, la géographie, notamment l'utilisation des technologies. Mais je m'engage dans différents domaines. J'essaye de continuer à me former dans l'économie politique, la politique, les décisions politiques. Je suis à nouveau militant au niveau local. Je travaille sur des recherches transverses pour non seulement faire en sorte que les recherches universitaires soient bénéfiques aux sociétés, mais surtout pour qu'elles donnent lieu à des changements, à des transitions. Et je suis ravie de dire qu'il y a beaucoup de programmation urbaine qui a été mise sur pied ces dernières années, mais malheureusement, cela ne se fait pas au même rythme que la société change et grandit et croît. Donc, je suis ravie et j'ai hâte de commencer ces discussions avec vous. Merci beaucoup. Désolée. Beth, est-ce que vous pouvez vous présenter désormais? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver, Kweku également. C'est un privilège de faire partie de cette conversation. Je m'appelle Beth Trikwete Biti. Je viens du Zimbabwe, mais je vis au Cap et je travaille au secrétariat du SDI. Ma formation était en planification urbaine et je forme maintenant des planificateurs urbains, et ce depuis l'indépendance du Zimbabwe. Si vous deviez si vous me posiez des questions sur le mouvement du développement urbain vert, je pourrais en parler, mais on ne m'a jamais dit à l'université qu'il y avait eu l'apartheid. Il y a beaucoup de choses que j'ignorais à l'université. Donc, c'est grâce au réseau SDI dont je fais partie que j'ai appris énormément. J'ai parfois désappris certaines choses, mais j'ai également pu apprendre et déconstruire certaines connaissances que je prenais pour acquises. Et grâce au réseau SDI, je peux également aider d'autres personnes à déconstruire des idées préconstruites qu'on leur a inculquées. Je les soutiens également et je suis ravie de faire partie de ce réseau qui permet de partager des connaissances parmi les différents experts de nos villes pour tenter d'imaginer une nouvelle forme de ville. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir invité.
Merci pour cette présentation haute en couleurs. J'ai hâte d'entendre parler de vos projets, des projets d'SDI en matière de développement urbain et de réformes urbaines. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci Shuab également d'avoir parlé de votre expérience avec le GIEC. Ça nous permettra également de comprendre ce qui se fait au niveau international et comment on peut catalyser ce moment, cette énergie concernant l'urgence climatique pour transformer nos villes. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui, celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant. Aujourd'hui, nous allons parler des recherches en matière de développement durable, des recherches qui ont un vrai impact. Nous allons nous concentrer notamment sur la créativité, la prise en main et l'urgence, puisqu'il s'agit du thème, ou plutôt des 3 thèmes de ce festival qui se déroulera sur 3 jours, le festival Rise Africa. Pour revenir au thème de cette session, en particulier, nous parlons de façonner de nouvelles approches pour l'adoption et l'utilisation de ces recherches par les gouvernements locaux et les acteurs locaux. Comment faire en sorte que les différentes entités et agences s'inspirent des recherches qui non seulement reflètent ce qui se fait sur le terrain, mais également ce qui peut devenir. Et nous le savons, ces recherches, souvent, elles sont financées et elles sont diligentées au niveau local. Et c'est la raison pour laquelle il est si important d'inclure les organisations locales, les acteurs locaux pour alimenter ces politiques et ces mesures pour qu'on entende leur voix, les voix de ces acteurs locaux dans le cadre de ces processus. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces recherches elles soient utiles? Je redonne la parole à professeur Schreib. Comment s'y prendre? Comment, si l'on voit une curiosité, comment l'attiser pour commencer à réfléchir à une utilisation plus créative, différente des recherches? Comment prendre en main cette recherche afin de refaçonner l'espace urbain? Merci beaucoup. Alors, je suis un petit peu partagée entre le fait de partager mon histoire et en même temps aller droit au but et parler de ces 3 thèmes, la créativité, la prise en main et l'urgence. Mais j'aimerais donc parler de mon parcours. Moi, de mon expérience en tant qu'étudiant de licence, j'ai fait une dissertation sur la ville de Kampala et l'immobilier, les foyers à Kampala, entre les bâtiments et les bidonvilles. Dans cette dissertation, je me concentrais sur ce qui manquait dans la ville. Donc, c'est ce que j'ai appelé le modèle de déficit, avec la taille des foyers, avec différents indicateurs. J'ai fait un benchmark par rapport à ce qui est considéré comme étant la surface minimum nécessaire, le nombre de pièces nécessaires par personne selon les références de l'ONU. Et je me suis penchée également sur la ventilation, les matériaux utilisés pour les sols, les murs et les toits pour les différents types de maisons. J'ai été formée, ma formation c'est en géographie urbaine. Donc, il y avait des composantes de planification, il y avait
des composantes de normes, les normes en matière d'immobilier. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que les cadrages de ces standards, à partir desquels j'ai mesuré les déficits de ma ville, venaient d'autre part, venaient d'autres référentiels, alors qu'elle se revendiquait comme étant universelle. Mais l'universalité, ça ne veut pas dire qu'en fait, les normes s'appliquent partout. Et en même temps, je ne réfléchissais pas au-delà d'où je venais, parce que moi, je vivais non loin d'un bidonville, donc j'interagissais tous les jours avec des habitants de bidonville. Et je ne réfléchissais pas vraiment aux standards qu'on me donnait en tant qu'étudiant. Mais au fur et à mesure, lorsque j'ai continué à progresser dans mes études et j'ai commencé à enseigner moi-même la planification urbaine et spatiale, j'ai continué à me pencher sur le modèle de déficit avec les cadrages, les cadres analytiques sur ce qui est considéré comme étant idéal pour une ville et ce qui peut être considéré comme pas idéal pour une ville. Avec ce parcours que j'ai résumé très rapidement, ça m'a permis également d'avoir l'expérience et l'observation de beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas, la manière dont les formations m'ont inculqué que l'eau, l'électricité, les prix ne faisaient qu'augmenter, les services, les réseaux au sein de la ville n'étaient pas forcément adéquats. Beaucoup de personnes vivaient dans des quartiers informels et en tant qu'étudiant, on vous dit d'essayer de distinguer l'utilisation des terres, l'utilisation commerciale et les foyers. Mais quand on fait de la planification également pour les entreprises vont commencer à s'installer dans vos villes si vous avez Or, ce sont des choses qui doivent être vues de manière conjointe. Si on crée une planification urbaine favorable aux entreprises, elles vont venir s'installer, elles vont offrir des emplois, ça va créer un bassin d'emploi et donc ça va améliorer également les conditions de vie. Donc, moi, je me suis rendu compte de cela lorsque j'ai commencé à étudier, lorsque je commençais à me pencher sur les différentes solutions possibles, ce qui pourrait permettre la transformation dans les zones urbaines en Ouganda et dans le sud, dans l'hémisphère sud. Donc, j'ai beaucoup étudié et au fur et à mesure de mes années d'études, je me suis familiarisée avec une méthodologie différente de coproduction de connaissances et je me suis rendu compte ensuite que lorsque cette terminologie m'a été inculquée, j'ai commencé à prendre part à des ateliers de coproduction, de co-conception, d'études, co-génération de savoir avec des gens avec qui j'ai commencé à travailler, à étudier, on s'aidait les uns les autres. La co-mise en œuvre également avec différents acteurs, la co-gestion des savoirs qui peut être parfois de la documentation, de la vulgarisation des savoirs afin de pouvoir inspirer les uns les autres et de faire circuler les informations et les savoirs dans les différents domaines. Je me suis rendu compte qu'il y a une déconnexion complète en matière d'équité. Il y a dans ce modèle de déficit peu d'opportunités. Ce modèle de déficit a également différents angles morts. On ne sait pas vraiment ce qui existe, on ne sait pas ce qui manque. Il faut plus de créativité, il faut capter les ressources, notamment dans les quartiers informels et de la manière générale dans les villes. Il y a des opportunités dans ces quartiers informels. Il y a de l'innovation à capter, des innovations qui peuvent d'ailleurs bouleverser l'économie, qui peuvent bouleverser l'ordre social, parce qu'à partir du moment où on innove, on bouleverse l'establishment. Lorsqu'on bouleverse l'establishment, il y a toujours de la résistance. Donc, ce qui vient du bas, ce qui vient de l'informel dans les villes, c'est perçu comme étant un bouleversement. Et souvent, les autorités
ont tendance à être réfractaires. Or, elles doivent pouvoir le prendre à bras-le-corps, cette innovation. Il y a des réformes, il y a des décisions qui sont prises au niveau des infrastructures. Mais il faut qu'on sache ce qui se passe au niveau local avant de pouvoir se mettre à prendre des décisions. Il faut que ce qui se passe sur le terrain au niveau local informe les décisions. Il faut que ces populations locales aient voix au chapitre. Mon évaluation en matière de planification montre qu'il y a un héritage colonial. Et cet héritage exclut de nombreuses personnes, pas directement, mais il n'y a pas assez d'informations, il n'y a pas vraiment d'effort d'inclure ces populations. Malgré cela, la plupart des planifications et investissements en matière d'infrastructure est fait dans l'intérêt du public, mais entre guillemets, parce que... Et donc, ils le disent, ils le redisent, ils le soulignent, ils le mettent en gras, que c'est dans l'intérêt des populations, mais quand on coproduit, quand on co-conçoit, il y a beaucoup d'exemples qui montrent que cela fonctionne. J'ai d'ailleurs un projet, eh bien à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a un fossé entre les compétences des gens et le marché du travail. On a coproduit différentes études avec des agences de financement pour coproduire des connaissances sur la manière dont les gens peuvent être davantage inclus dans l'économie urbaine. Et adapter l'économie, ça ne doit pas uniquement se faire autour de l'industrie des services. Il y a des possibilités. Si on regarde ce qui existe en matière de ressources et qu'on regarde les déficits, alors à partir de cela, on peut co-développer, co-générer et co-mettre en œuvre différents business models qui peuvent être intégrés comme étant la voie à suivre pour différentes personnes dans l'économie circulaire, que ce soit la gestion des déchets, l'énergie, l'assainissement, l'agriculture urbaine et périurbaine. Et beaucoup d'entreprises utilisent des business models qui s'insèrent dans certains qui insèrent certains des aspects et des principes de l'économie circulaire dans ces domaines. Et au cours de notre parcours, on a beaucoup appris dans nos recherches et il y a beaucoup d'opportunités en Afrique urbaine notamment, mais également dans les quartiers informels. Il y a de la créativité, notamment des foyers qui sont gérés par des femmes, par des jeunes. Il y a des choses incroyables qui se font. Malheureusement, ces gens ne sont pas inclus dans les recherches, ils ne sont pas considérés par la science, par les hommes et femmes politiques, ils ne sont pas pris en compte dans la budgétisation des villes. Et cela signifie qu'on doit repenser nos villes en Afrique. Elles doivent être développées différemment. La trajectoire des villes doit être complètement repensée différemment de celle dans l'hémisphère nord. La notion d'espace, la notion de la fonctionnalité des villes doit être est contestée en Afrique urbaine et la notion de normes et de standards est probablement ce qui doit être repensé le plus. Quand on pense au nombre de mètres carrés nécessaires par individu dans une ville dans l'hémisphère nord, ce n'est pas pareil que dans le sud. 20 mètres carrés en Afrique peuvent contenir 15 personnes et les gens ne vont même pas se plaindre. Dans ces quartiers informels, c'est comme ça qu'on vit et on arrive quand même à vivre, à développer des carrières et il y a des innovations qui se trouvent partout dans la ville. Et il y a des gens qui arrivent à s'élever dans l'échelle sociale, à aller vivre dans d'autres quartiers. Pourtant, ils pourraient le faire, mais à cause des limites de potentiel, et ils restent souvent dans leur quartier. Je me suis rendu compte qu'il est facile de trouver ce qui existe en Afrique. Il est facile de penser l'Afrique. Il faut réfléchir à offrir des conditions d'essence, de vie
En Afrique, nous devons travailler avec les jeunes, des groupes également dirigés par des femmes. On a co-formé sur le développement des produits au marketing, développement de business, vente, comptabilité. On a formé des gens et maintenant, ce sont des gens qui ensuite ont commencé à former d'autres personnes au sein de ces quartiers informels parce qu'on ne peut travailler que dans un petit quartier informel qu'on appelle des labs, des laboratoires, mais on ne peut faire qu'un par un. Et l'idée, c'est qu'on inclut la municipalité, les gouvernants, on interagit avec eux, on les inclut dans les discussions. Ils font partie de la formation, ils font partie du groupe qui valide la technologie. On passe de la fabrication à l'électrification. On discute avec les autorités pour augmenter la production, pour mettre sur le marché les produits. Et on essaie de prendre en compte notamment les différentes sources d'énergie et d'électricité. Il faut faire des démonstrations, et ce sont des gens qui ont présenté leurs produits au niveau national et international. Et on voit qu'on a des produits qui arrivent à arriver sur le marché et cette formation par les pairs fonctionne notamment dans les quartiers informels et nous pensons que ça peut être un des éléments, un des rouages de ce développement et de ce cercle vertueux et de la réforme du développement spatial en Afrique. Mais ça veut dire qu'on doit geler tout ce qui se fait, geler le développement, geler la planification urbaine parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a une transformation en cours qui commence. There's a bit of movement starting where the information is starting to get into the policy and policy actors, mayors. Des acteurs qui apprécient certaines innovations autour de l'institutionnalisation des brigades de l'énergie, qui signifie que nous allons catalyser la transformation dans les villes africaines. Je vais m'arrêter ici pour l'instant et je pourrais vous donner d'autres exemples de recherche qui comptent où des acteurs et la gouvernance se transforment, où les acteurs locaux prennent les rênes des projets et cela est émergent dans certains endroits en Afrique urbaine. Je vous laisse donc la parole maintenant. Merci beaucoup. On pense tous que vous venez des communautés parce que vos exemples sont criants et reflètent très bien l'expérience de la communauté. On ne penserait pas que vous êtes un chercheur en réalité. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais j'ai des questions. Nous avons beaucoup appris de votre présentation. Ce que je retiendrai principalement, c'est la cogénération de modèles d'entreprises en Afrique, un continent des villes vibrantes et il y a beaucoup de manières dont cette énergie peut être mise à bon escient d'un point de vue économique. C'est intéressant. Je vais vous donner un peu plus de temps de parole plus tard pour que vous nous donniez d'autres détails parce que je réalise en tant moi-même comme de terrain que j'aimerais savoir comment on peut poursuivre ce parcours, comment on peut le reproduire à plus large échelle parce qu'il y a des points clés que j'ai retenus de votre présentation.
c'est que ce n'est pas parce que c'est informel qu'il n'y a pas d'opportunité. Ce n'est pas parce que c'est informel qu'il n'y a pas de prise en main, de créativité, d'urgence à saisir les occasions qui se présentent et transformer leur situation. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais donner à Dr. Beth son point de vue sur les communautés. Merci, Kwaku. J'ai regardé les participants à cette session et j'ai vu Céline qui est l'une des sages-femmes de ce processus et quelqu'un dont j'ai beaucoup appris. Donc, c'est un peu effrayant de parler de cela quand il y a dans l'audience quelqu'un qui connaît aussi bien le sujet. Ce que je voulais adopter comme point de vue par rapport à cela, c'est comment on utilise les connaissances et comment notre réseau a grandi. Et dans la plupart des travaux que j'ai menés, c'était par rapport à l'affiliation zimbabwéenne. Nous sommes soutenus par une fédération croissante en Afrique du Sud. Et l'un des messages clairs qu'ils nous ont transmis, c'est que le pouvoir vient du savoir et de l'argent. En zoulou, ils disent et c'était très intimement lié aux outils développés pour mobiliser les communautés. Donc, des actions collectives menées par les femmes collectivement pour créer un point focal de connaissance et avant tout donner un sens de fierté, mais aussi de sensibiliser une communauté qui n'était souvent pas connectée. Pour des gens qui viennent d'immigrer, les villes sont des entrelacs où ils ne sont pas forcément connectés avec leurs voisins. Donc, c'est important de donner une voix aux femmes au sein de leur ménage, mais aussi au sein de leur communauté. La deuxième problématique était de collecter des données et des connaissances sur les établissements eux-mêmes, comment ils ont démarré, qui les a initiés, quels sont les services accessibles, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que les communautés peuvent faire et qu'est-ce qu'ils doivent acquérir, qu'est-ce qu'il faut que les conseillers locaux leur apportent pour les soutenir. Et ça nous a permis de créer un ensemble de connaissances, un socle de connaissances au sein de cette communauté. Donc, les membres de la communauté pouvaient s'adresser à la personne de référence au niveau local et parler de cet établissement et de leur vécu. Depuis que nous sommes ici, nous avons tel service, nous avons tant de toilettes, par exemple, et nous avons créé énormément de programmes de
des programmes d'épargne, mais nous pouvons faire beaucoup plus. C'est une approche très puissante. Pour nous, au Zimbabwe, c'était la première interaction nécessaire, développer les connaissances collectives des communautés. Parce que les ventes peuvent réunir cela, en particulier pour ceux qui vivent en marge des villes formelles. Nous avons eu différentes expériences selon les autorités locales. Certaines n'ont pas fait confiance à ces informations qui ont été recueillies par des personnes non éduquées, entre guillemets, mais d'autres autorités locales ont saisi cela comme une opportunité positive. Je me souviens qu'il y a dans un cas une autorité locale qui nous a dit si on pouvait quantifier le montant que les gens payent à leurs propriétaires, on pourrait dire combien d'argent pourrait revenir à la ville si on donnait une sécurité de logement à ces personnes. Et bien sûr, les gens alors ont réalisé que ça représentait beaucoup d'argent pour chaque propriétaire. Et donc, bien sûr, ce sont les citadins qui payent le plus. Et avant tout, nous avons remarqué que les autorités locales n'avaient pas forcément confiance en les données, les informations que nous leur transmettions. Donc, nous nous sommes tournés plutôt vers les chercheurs pour ajouter leur voix à ces informations que nous avions recueillies. Et nous avons commencé à voir un changement avec certaines autorités locales qui, en fait, réalisaient qu'ils ne savaient rien de ces établissements parce qu'ils n'avaient pas de processus d'études. Et donc, ils étaient heureux de pouvoir collaborer avec nous pour identifier et comprendre ces établissements-là. Et dans certains cas, nous avons vraiment noué un lien de partenariat et nous ont aidés à mettre en place des outils pour collecter des données qui nous ont servi ensuite. Donc, on a commencé à constater, à voir des équipes de recherche dans certaines villes qui étaient vraiment enclines à collaborer avec notre projet. Et alors que ce réseau s'est étoffé, nous avons fait le lien avec d'autres agences, en particulier celles qui représentent les autorités locales. Nous avons remis en question ce qu'ils faisaient, par exemple, à Dakar, au Sénégal, on leur a dit « Vous ne connaissez pas vos établissements humains ». Bien sûr, ils ont argumenté et en fin de compte, si on demande nous leur avons dit « Nous allons vous aider à connaître les processus de vos villes ». Nous avons remis en question les autorités locales, nous les avons défiées de nous aider et nous avons identifié et développé des outils que tous les affiliés et autres communautés que nous souhaitions toucher ont pu utiliser localement pour faire des plaidoyers pour collecter des données et également qui puissent être utilisés comme une base pour le développement d'une base de données de référence sur les bidonvilles et les autres établissements informels. Nous avons dépassé les chiffres attendus. Ce processus continue aujourd'hui. Nous avons élargi à d'autres
zones. Nous collectons des données à l'heure actuelle. Nous sommes en train de cartographier également le risque. Et notre objectif est toujours de défier les autorités locales et de leur demander d'apporter plus de ressources dans ces processus. Au cours de la pandémie de COVID-19, les participants ont utilisé ces données pour négocier avec les gouvernements ou les organisations caritatives pour pouvoir obtenir des financements, des subventions pour les citoyens, les résidents, parce que personne ne va vous reconnaître comme vulnérable. Donc, utilisez ces informations pour dire exactement qui vit dans quel endroit, quelle est la structure, et que vous puissiez utiliser cette information comme base pour les inclure dans les subventions qui vont atténuer ensuite les difficultés portées par le COVID. Avec les autres associations de la société civile, nous avons décidé de lutter ensemble et nous avons attiré l'attention sur le gouvernement, sur certains établissements humains parce que la vie des gens était en danger du fait du manque d'infrastructures, notamment d'assainissement. On a travaillé aussi avec la Banque mondiale pour cartographier ce qu'on appelle les points chauds à travers une méthode développée au fil du temps par SDI. Je crois que pour nous, la connaissance et on ne peut pas développer une communauté si le gouvernement n'adopte pas ces communautés. Il faut que le gouvernement accepte de se pencher sur certaines questions et que les autorités apportent quelque chose. Voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous voulons faire avec vous, mais c'est la communauté qui va faire cela. On travaille avec un certain nombre d'instituts de recherche, d'autorités locales, parce que nous sommes conscients du fait qu'il y a de la valeur dans la co-création de connaissances. Si on n'ajoute pas notre valeur au fruit de la recherche, ces informations continueront d'être trop dissociées du quotidien des gens qui vivent dans cette réalité-là. Il faut qu'on ait les données réelles et vraies et on espère que ça pourra induire une certaine mobilisation pour que les gens agissent. Nous voulons vraiment et nous recherchons vraiment des partenaires dans le sens que ils viennent avant tout avec la compréhension qu'il y a déjà des connaissances dans certains districts et des ressources qui peuvent être utilisées pour répondre aux défis auxquels nos villes sont confrontées.
Je reste optimiste parce que je pense qu'il y a un changement sismique dans ce qu'on entend par connaissance. Il y a un groupe de plus en plus grand de personnes qui comprennent la valeur de ces connaissances de terrain et qui comprennent et sont également sceptiques par rapport à l'usage qui en est fait des données pour le développement de nos villes. J'ai une licence en planification urbaine. Si je regarde en arrière par rapport aux années que j'ai passées à l'université et ceux d'entre nous qui ont fait partie de ces cursus, j'ai passé plus de temps dans mon engagement avec le SDI à développer un groupe plutôt de personnes qui comprennent cette logique de réflexion plus que des concepts en eux-mêmes. Ce qu'ils proposent est nécessaire pour les villes africaines. C'est de partir de ce à quoi ressemblent actuellement nos villes et pas ce que nous voulons, ce que nous imaginons pour elles, mais leur image concrète, partir de leur image actuelle. Thank you so much. Merci beaucoup. J'étais tellement prise dans votre discours, j'ai oublié que je devais animer cette session. Et vous avez soulevé des points intéressants de normalisation de mesures pour le design des espaces urbains, des villes urbaines. Je pense que si l'on veut que les développements urbains des villes ressemblent à ce que nous envisageons, nous devons le prendre en main nous-mêmes et, comme vous l'avez dit, décoloniser les discussions urbaines. C'est un sujet très dense, mais encore une fois, la conversation porte aussi sur la réforme urbaine et certaines de ces approches en matière de recherche ont permis de documenter et de baser des réformes, de servir de base à des réformes urbaines. Donc, je vais être plus direct à la fin de votre discours. Vous avez dit que les institutions politiques commencent à apprécier le message, à comprendre notre message. Mais vous avez également parlé de la propriété foncière du gouvernement et l'attention qui doit être portée sur ces points dans votre recherche. Je ne suis pas sûre d'avoir bien tout résumé clairement. Oui, j'ai lu la question, bien sûr. Merci, Boulelani, pour cette observation. C'est vrai que nous devons faire très attention à ces petits moments de succès. C'est similaire à d'autres histoires avec les organisations de la société civile il y a 20 à 30 ans. La progression ensuite, nous avons réussi à mettre en place des choses intéressantes, mais elles n'ont pas pu ensuite être répercutées à grande échelle.
Bien sûr, nous voulons être et rester optimistes parce que c'est vraiment un processus de transformation et l'entité géographique, lorsqu'on pense aux différentes juridictions, aux autres villes, on peut vraiment attirer les investissements vers le secteur urbain. Les travaux des chercheurs ne s'arrêtent pas là. Nous ne nous arrêtons pas au point où l'on constate, où l'on a ces moments de célébration de succès. Ce n'est pas vraiment un succès. On réfléchit à la déconstruction urbaine en termes de classe, mais également en tenant compte de la place des bidonvilles, la progression en termes de croissance des établissements. Je ne veux pas voir les bidonvilles se développer et s'accroître encore. C'est pourquoi nous allons continuer notre travail, c'est pourquoi nous investissons énormément dans la formation des jeunes et l'attractivité de notre secteur pour que les jeunes joignent des institutions comme le SDI. Je crois qu'un quart des jeunes de SDI sont passés par mes classes. Je les ai eus comme élèves. Donc, nous avons besoin de nouvelles ressources humaines pour les villes, de personnes qui vont planifier, mais aussi négocier et qui apportent et qui accordent beaucoup de valeur à ces connaissances qu'on leur transmet et qui vont identifier les possibilités de recherche, mais également de création, d'ingénuité. Oui, vous avez tout à fait raison. Nous en sommes très conscients. L'intention n'est pas de projeter ces moments de célébration comme la fin de processus, mais comme des moments clés dans un long processus. Merci beaucoup. Vous vouliez ajouter quelque chose, Beth, sur cette question? The political pushbacks you've had with regards to your SDR work. I know with SDR there's a lot of Dans vos travaux du SDI, qu'est-ce que vous avez constaté comme disposition, comme difficulté, opposition de la part du gouvernement, des autorités? An impediment or an opportunity. I always tell people. Je dis toujours au Zimbabwe que c'est dans les temps de difficulté que l'on fait le plus de progrès. Si l'on a besoin de financement et que la volonté politique n'est pas d'écouter ces nouvelles façons d'aborder les choses. Donc, l'opposition politique peut représenter une opportunité. Et la tourmente politique peut être une occasion à saisir. Il faut sensibiliser les gens pour qu'ils s'impliquent au niveau local. Ceci étant dit, les politiques restent des politiques. Et au cours des 10 dernières années, la ville dans laquelle j'ai grandi, je ne sais pas combien de maires différents elle a compté, mais c'est difficile d'avancer avec un leader politique s'il change parce qu'on doit tout recommencer à zéro. Mais les communautés, elles, s'engagent et s'impliquent parce qu'elles comprennent que ce n'est pas un processus facile. Le changement est quelque chose de difficile. Et ces questions, qu'ils les comprennent. Et un point important également, c'est de se battre pour un changement institutionnel.
nos affiliés africains vous diront à quel point les suggestions qu'ils ont faites ont été adoptées. Actuellement, nous avons en Namibie, les communautés locales ont participé à certains développements. L'institutionnalisation des processus n'est pas est critique, est cruciale. Nos collègues, nos affiliés travaillent étroitement et ont mis fin avec les interactions avec le gouvernement parce qu'ils ont eu du mal à travailler ensemble. Donc, créer ces alliances, c'est très important, bien sûr. C'est risqué aussi parce que on peut être coopté ou vous pouvez être vu comme coopté. Donc, c'est toujours critique pour vous d'avoir un certain niveau d'indépendance. Thank you so much. Professor Schwab, if you leave as well. Merci beaucoup. Professeur Schwab, est-ce que vous pourriez répondre à cela? Comment les institutions peuvent-elles avoir cette nouvelle approche de la recherche? Il y a différents projets qu'on a mentionnés concernant le financement, la modélisation, la manière de façonner les recherches pour assurer l'équité, l'inclusivité. Y a-t-il des thèmes plus difficiles que d'autres pour les chercheurs? Je pense que vous êtes le mieux placé pour nous parler de ce qui se passe dans le paysage de la recherche. Oui. Merci à nouveau. Il faut prendre du recul et réfléchir aux agences de financement. Parce qu'il y en a, il y a les principales, mais il y en a d'autres. Je parle là de l'FCDO, mais il y a également d'autres financements de recherche plutôt africaines. Et il y a beaucoup plus d'adoption des recherches, des résultats des recherches, quand c'est local. À nouveau, des recherches transversales. Et ça fait longtemps que nous en faisons, mais maintenant, il y a un cadre. C'est une vraie approche de recherche qui nécessite un renforcement des capacités et des formations. Nous pensons que les institutions africaines peuvent également obtenir des fonds des grandes agences internationales et adapter le modus operandi pour décolonialiser les recherches et les moyens de financement pour les recherches. Donc, il y a des choses qui se passent. Pourtant, les financements arrivent surtout de ces agences de financement grosses et internationales. Donc, il y a des choses qui bougent, mais ça prend du temps. Et on a besoin d'agences telles que SDI, on a besoin de modèles de financement différents. On a tendance à trop se concentrer sur la gouvernance, l'infrastructure. On doit se concentrer sur la gouvernance, l'infrastructure. Mais le problème, c'est que la fiscalité est parfois trop basse. On doit repenser le modèle parce que les recettes fiscales sont trop basses pour les villes. Nous devons repenser la manière dont nous utilisons les dépenses publiques et il faut prendre une direction, s'engager sur une voie. Je vous rends la parole. Merci de votre temps. Y a-t-il des questions pour Schwab? Je sais que
Vous n'aviez que très peu de temps à nous consacrer, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de prendre part à cette incroyable conversation. Donc, on va donner la parole, on va maintenant passer la patate chaude à Beth et on vous souhaite une bonne soirée. Merci infiniment encore. Merci de votre présence. Donc, Beth, je vous pose la question. L'adoption des savoirs locaux diffère-t-elle en fonction de la taille des autorités locales? On a eu l'exemple du Cap, de Nairobi, qui sont d'énormes villes. Donc, comment peut-on influencer les politiques locales à partir de vos savoirs, de vos connaissances locales, surtout lorsqu'il s'agit de petites structures? C'est intéressant. Les villes ont façonné l'histoire. Le problème, c'est quand il y a des sujets controversés, c'est difficile de faire des changements. Au vu de mon expérience, les petites autorités locales sont, à vrai dire, plus faciles à influencer que les grandes villes et les grandes autorités locales. Parce qu'il y a après des questions d'accès aux services, d'immobilier, d'utilisation des terres. C'est quelque chose de très controversé. À Nairobi, il y a eu quand même de vraies avancées. Il y a une nouvelle loi qui est sortie sur la planification, mais ils n'ont pas appliqué cela aux quartiers informels, à tous les quartiers informels. Ils ont développé un prototype et ils ont dit, bon, on va pouvoir répliquer ce projet ailleurs. Mais je suis d'accord. En effet, la taille des villes importe pour influencer les autorités locales. Mais à vrai dire, au Cap, SDI fait de la collecte de données auprès des différents quartiers informels et donc cela aide également. Mais à nouveau, les petites autorités locales sont peut-être plus réactives et réceptives. Très bien, merci beaucoup. Donc, en effet, les petites autorités locales sont plus faciles à influencer. Et oui, probablement qu'il y a beaucoup plus de processus à gérer lorsque ce sont de plus grandes autorités locales. Je vais ouvrir la parole aux participants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le chat ou à l'oral, soit à moi, soit à Beth directement. Donc, si vous posez des questions dans le chat, eh bien, nous la poserons à Beth. Professeur Schwab a parlé de cet agenda de la recherche intégrée du Conseil international de la recherche. Il s'agit d'une approche transverse pour cadrer les recherches différemment. Il y a un autre programme de recherche également en cours, le Consortium pour les villes africaines. Il s'agit de chercheurs qui essayent de garantir que l'adoption des recherches et des mesures basées sur les recherches fassent partie intégrante du processus de recherche. Et il y a un nouveau programme de financement pour les recherches qui vise à repenser la recherche urbaine et la recherche en matière de développement durable pour capter les défis principaux de notre époque. Vous avez le lien dans le chat, mais ne vous inquiétez pas, ces ressources seront disponibles. Si vous avez des questions à nouveau, n'hésitez pas. Beth, avant qu'on pose les questions ou qu'on donne la parole aux participants, pourriez-vous nous dire si le programme SCRC est nouveau? Ce programme de recherche, en quoi est-il nouveau? En quoi est-il novateur? Est-ce que vous savez ce qu'est la CRC? Ah, oui, c'est le consortium de recherche pour les villes africaines.
d'ailleurs est partenaire de ce consortium qui se répand sur 13 villes africaines, coordonnées par la ville de Manchester. Je crois que c'est une vraie opportunité. Le dernier commentaire que Shoaib a fait concernant la déconstruction des structures qui existent, au vu de mon expérience, il y a de bonnes intentions dans le consortium qui visent à ancrer les savoirs locaux dans les recherches. Donc, pour celles et ceux qui font partie de ce processus, il en va de notre responsabilité de saisir cette opportunité et d'en faire ce que l'on en peut et d'être critique avec des critiques constructives pour dire ce qui ne fonctionne pas. SDI, la fait et le fait. SDI, donc c'est 8 villes africaines, ou plutôt SDI a 8 villes, en sont 5 qui travaillent avec la CRC, avec ce consortium. Et il y a parfois un peu de pression qui nous tombe sur les épaules, parce que nous ne sommes pas des universitaires. Et être entouré d'académiques et d'intellectuels, ça nous met un peu de pression. On se demande si nos recherches sont au niveau des standards. Mais on essaye de se remonter le moral et de se dire qu'on est tout à fait légitime et qu'on a notre mot à dire et qu'on peut contribuer à ce processus. Il est peut-être maintenant temps également que la pression et la nervosité, elles changent de camp et qu'elles soient surtout sur les épaules des universitaires, des intellectuels. Pour moi, il s'agit d'une opportunité. C'est difficile, il faut des changements. Et au risque de me répéter, il ne s'agit pas uniquement d'intellectuels de l'hémisphère sud, parce qu'au sein des... Quand on ne vient pas de milieux universitaires, on est peut-être décrié. Et il y a des mauvaises pratiques qui sont ancrées dans ce cadre de recherche universitaire que nous devons déconstruire. Merci beaucoup. Il y a différents niveaux de savoir, en effet, et d'attente également. Lorsque l'on travaille dans l'espace urbain, les savoirs des communautés, les pratiques des communautés et les savoirs en matière de politique sont des savoirs complètement différents les uns des autres et on utilise tous des terminologies différentes. On voit les choses différemment, on formule les choses différemment. Et je crois que au moment où on essaye de travailler mieux ensemble, en tant qu'entités différentes, il est essentiel que nous comprenions également que nous n'avons pas les mêmes niveaux de connaissances et qu'on doit être en mesure de déconstruire ces connaissances, d'apprendre de nouvelles choses et d'apprendre différemment. Il faut que nous comprenions ce qui est dans notre intérêt à toutes et à tous. Il y a eu une recherche qui est sortie en 2021 sur les partenariats dans la recherche pour le développement durable. La question est de savoir quel est le pouvoir des communautés dans ces recherches. Et comme vous l'avez dit, Beth, la manière dont on ficelle les recherches, même si on veut encourager la collaboration, souvent la manière dont on fait part de nos savoirs est un peu naïf. Et je peux en attester moi-même. J'ai obtenu un doctorat. Je suis allée dans les communautés et j'étais très naïf. J'ai cru que j'allais avoir leur retour et on m'a dit, par chance,
On m'a conseillé, attention, tu es indépendant, mais on dirait un représentant du gouvernement, on risque de te rejeter. J'ai beaucoup appris et j'ai fait du militantisme et ça a aidé à comprendre la terminologie, les formulations à utiliser, à comprendre qui étaient les différents acteurs, etc. Et au fur et à mesure du temps, on apprend à déconstruire nos connaissances, à comprendre les langages, les langues, les jargons, les termes, les terminologies communes entre différents foyers également. Et la manière dont on s'exprime peut être parfois mal perçue. Et cela met à mal l'interaction. Souvent, dans ces processus, on fait des erreurs. Donc, il est essentiel qu'on comprenne et qu'on interagisse avec des entités qui ont de l'expérience avec ces communautés. Si du moins on cherche à avoir un impact. Voilà, c'est ce que je pouvais dire. Il y a beaucoup encore à dire. Je crois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps imparti. Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions du groupe, mais je vais en prendre bonne note. Celles qui sont adressées à Beth, je les lui enverrai. Je lui enverrai les questions et elle pourra y répondre et nous reviendrons vers vous. On fait un sondage, à vrai dire, sur votre réaction au suite de cette session. On aimerait que vous nous disiez si cela vous a plu, si cela vous a paru utile. Vous pouvez cliquer ici, ça vous prendra 2 minutes. N'hésitez pas à réagir à cette session. Quelle note donneriez-vous à cette session? Mais je suis ravie que vous soyez restés au cours de cette session d'1h30, d'avoir participé à cette session activement. Celles et ceux qui ont posé des questions dans le chat, et si on n'a pas répondu, je m'en excuse. Mais nous voulons continuer à avoir ces conversations dans d'autres webinaires à l'avenir. Donc, renseignez-vous sur les webinaires e-clés, sur les recherches et les activités de recherche et l'adoption des résultats des recherches dans les villes africaines, notamment également sur la CRC. N'hésitez pas donc à répondre au sondage. Et ensuite, nous allons conclure pour laisser du temps à la prochaine session. Entre-temps, s'il y a d'autres questions que vous souhaitez poser, s'il y a d'autres commentaires, vous avez la parole. N'hésitez pas. Nous avons célébré des légendes urbaines aujourd'hui, donc n'hésitez pas à nous faire part de votre retour d'expérience, à exprimer votre opinion. Nous voulons que ce soit aussi constructif que possible. Et le but de ce sondage, c'est de faire en sorte que nous personnalisions, que nous répondions à vos besoins pour utiliser votre temps à bon escient à l'avenir. Céline, est-ce que vous pourriez prendre la parole? Merci, Kweku. Merci beaucoup. Je voulais ajouter un point qui est essentiel, central à SDI, à savoir le leadership local dans les bidonvilles. Que ce soit en matière de collecte d'informations, la gestion des défis, des complications au sein des communautés, s'il n'y a pas assez d'argent pour se nourrir, s'il y a des problèmes d'infrastructure. L'essence de ce processus, ça a été de créer un leadership, en particulier avec des femmes, pour non seulement solutionner les problèmes du quotidien, mais également pour continuer à renforcer les capacités pour parler
aux gouvernements locaux, aux autres acteurs au sein des communautés, aux hommes et femmes politiques, au gouvernement national, aux institutions de financement, etc. Donc, il y a beaucoup de renforcement des capacités dans les processus de recherche. Il ne s'agit pas uniquement de collecter des données, ça vient au-delà de cela. Et la qualité de cette collecte des données, elle est essentielle parce que les femmes, elles irradient à chaque fois que les femmes sont là et elles découvrent leurs propres compétences dès qu'elles sont impliquées. Et c'est un peu comme un diamant brut qui se polit. Et oui, plus vous irradiez et plus vous brillez, plus vous êtes en mesure d'identifier les défis auxquels, et plus vous pouvez en faire part et plus on vous écoutera, plus vous avez confiance en vous. Merci beaucoup pour cette contribution. N'hésitez pas, vous avez la parole si vous souhaitez allumer votre micro.